précisions en ouverture, Gilles Roger Belinga, mais également Gérard Ondondon, respectivement directeur général de la SIC, mais également directeur général du FECOM, dans le cadre de l'opération dite Épervier, avaient été interpellés il y a une vingtaine d'années pour détournement des deniers publics. Les deux hautes personnalités ont donc été libérées ce vendredi à Yaoundé. Ce matin, on essaye de questionner, on essaie d'aller en profondeur dans l'opération dite Épervier au Cameroun, l'impact de cette opération. Nous allons également essayer de nous poser les questions sur le bien fondé du tribunal criminel spécial, le TCS, qui est une juridiction presque spéciale. Je commence par vous, Robert Wafo. Quelle est l'analyse que vous posez de plus en plus sur ces hautes personnalités qui sont mises en liberté, qui avaient été interpellées dans le cadre de l'opération Épervier? Nous avons cité Gilles Roger Belinga, nous avons cité Ondondon, qui sont les derniers cas. Avant eux, nous avons eu des cas comme Jean-Baptiste Nguinefa, nous avons eu le cas du professeur Bokolo Ebe, pour ne prendre que ces cas. Votre analyse générale? Pour moi, l'opération Épervier, c'est une opération à tête chercheuse. Et pourquoi? Parce que quand on regarde, quand on compare, n'est-ce pas, ceux qui sont allés en prison dans le cadre de cette opération et ceux qui sont libres, on regarde les montants, vampiriser des caisses de l'État, on a bien envie de se poser la question de savoir qui décide de la mise en mouvement de l'action au niveau du TCS, qui par ailleurs est un tribunal d'exception. Ça, il faut le dire, parce que la loi mentionne que quand vous avez détourné un montant à partir de 50 millions supérieur à 50 millions, vous passez au TCS. Ça veut dire que si vous détournez moins de 50 millions, vous ne passez pas au TCS. Moi, je dis, la première question que je me pose, qui décide de l'opportunité? Qui décide? L'opportunité des poursuites. De l'opportunité des poursuites. Qui décide? C'est le président de la République. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. C'est lui qui donne le OK. Le président de la République est procureur. C'est lui qui donne le OK. C'est lui qui donne, c'est lui qui décide. Sinon, je ne peux pas comprendre que dans le cadre, par exemple, de la Can Gate, du Covid Gate, où des gens ont détourné des milliards par dizaines, que personne ne soit encore poursuivi au niveau du TCS. Donc, et puis, quand je parle, n'est-ce pas, de qui décide, quand je demande qui décide, j'aimerais aussi poser la question de savoir quels sont les motifs qui conduisent à la condamnation de certaines personnes qui ont été prises dans le cadre de l'opération Épervier. On a par exemple vu des motifs farfelus. Dont vous vous rappelez du cas du ministre Marafa Amilou Yahya, qui a été condamné pour complicité intellectuelle. C'est un motif qui n'existe pas dans le code pénal. On a été obligé de sortir ça comme ça, et puis on l'a donc condamné. Quand je parle également d'épuration politique, qu'on nous dise exactement ce que l'opération Épervier a rapporté. Est-ce que le corps du délit a été réuni au niveau du Trésor public? Si oui, combien? Quels sont les montants? Qu'on nous dise. Parce que c'est l'argent public. Et nous avons le droit de savoir qui sont ceux qui ont remboursé le corps du délit et à hauteur de combien? C'est vrai qu'il y a environ 5 ans, on disait déjà qu'au niveau du TCS, on était à un peu plus de 3 milliards de remboursements. Donc, dans ce pays, on n'a détourné que 3 milliards de francs CFA? Je n'en sais rien. Ah, mais écoutez, donc ça pose, vous renforcez justement mon opinion sur cette opération. On sait très bien que les gens ont détourné de l'argent dans ce pays par centaines de milliards. Et le gap qu'il y a entre 3 milliards et puis ces centaines-là, qui sont ceux qui ont vampirisé les caisses de l'État? Pourquoi ils sont encore libres? Pourquoi on ne les poursuit pas? Le président avait demandé où sont les preuves. Ah, vous avez tout dit. Vous avez tout dit.
Vous avez tout dit. Ça veut dire que c'est lui qui est, n'est-ce pas, le juge de l'opportunité des poursuites. Très bien. Pourtant, dans la presse, je Oui, rappelle que M. Michel Michaud Moussala a eu, n'est-ce pas, à publier des scandales monstrueux dans ce pays, ainsi que le reste de la presse. Voilà peut-être pourquoi son journal avait été suspendu. Hein? En tout cas, il est mieux placé pour répondre à votre préoccupation. Non, moi je dis, non seulement on ne sait pas, c'est-à-dire que économiquement ça n'a pas été productif, mais en même temps, c'est-à-dire il est difficile de donner du tort à ceux qui pensent que cette opération, en réalité, c'est une opération d'épuration politique pour mettre les concurrents sérieux, c'est-à-dire ceux qui pouvaient jouer un rôle, n'est-ce pas, une fois le grand soir venu, ils pouvaient jouer ce rôle, on les a mis de côté, on les a bâillonnés, et on les a envoyés derrière, et puis, bon, 20 ans. Ben, je dis, 20 ans, oui, on va dire qu'ils ont causé du tort. On aurait pu construire des hôpitaux, des écoles avec l'argent qu'ils ont volé. Mais en même temps, est-ce que ça a dissuadé, est-ce que ça a découragé depuis qu'on les a mis derrière? On en parlera. Depuis qu'on les a mis derrière, est-ce que ça a freiné? Donc, est-ce que le fait de les mettre derrière a donc freiné, donc, n'est-ce pas, l'élan de tous ces détournements? Non, bien au contraire. Bon, ils sont libres, c'est bien, nous avons vu les images, et ce qu'on peut retenir de ces images, c'est que la famille, généralement, est le dernier refuge. Puisque ce qui était autour d'eux, c'était manifestement des gens de la famille. Et puis bon, voilà. Donc moi je dis, il faut être sérieux, il faut un tribunal, c'est-à-dire il faudrait que le TCS, d'abord, je ne comprends pas pourquoi le TCS, dont les responsables du TCS n'ont jamais, n'est-ce pas, fait comme ailleurs, parce qu'ailleurs, les procureurs communiquent quand il y a une affaire. Mais ici, au Cameroun, notamment au niveau donc, du TCS, il n'y a aucune communication. On va de supputation en supputation. Et bref, pour vous dire vrai, il y a un clair-obscur autour de cette opération. Clair-obscur pour Wafo, lorsque nous parlons de l'opération Épervier au Cameroun. Je souligne que comme 5e invité, nous avons le professeur Mila Assouté à partir de Nairobi et qui interviendra tout à l'heure. Son avis compte d'ailleurs. Prenons également cette analyse du professeur Owenangimi. Professeur, nous parlons là, nous questionnons l'opération Épervier au Cameroun et nous avons pour prétexte ces libérations de hautes personnalités de plus en plus qui avaient été interpellées dans le cadre de cette opération. On dira d'abord que le temps passait vite. C'était la première fois au Cameroun, professeur, qu'on avait ce genre de sentence, 15 ans, 20 ans, 30 ans pour certains. Ça nous rappelle un peu les films western, ces condamnations-là. Mais bon, 20 ans plus tard, certains sont mis en liberté. Entre-temps, lorsque le président de la République lançait cette opération, on faisait justement comprendre qu'il était question de récupérer les fonds qui avaient été détournés. Voilà pourquoi le TCS avait vu le jour. Mission atteinte. Merci de me donner la parole. Effectivement, des personnalités qui avaient été condamnées dans des procédures politico-judiciaires qui ont purgé les peines qui leur avaient été infligées sont libérés après avoir accompli toute leur peine. Vous avez dit politico-judiciaire. Oui, mais ce procès politico-judiciaire, une procédure judiciaire et une procédure politico-judiciaire. Pourquoi politico? Mais parce que c'est une la justice, c'est une politique, non? Hein, le service de la justice, c'est une politique. C'est-à-dire qu'un pays, en matière de justice, applique une politique judiciaire. Allons-y, professeur. Voilà, vous voulez voir autre chose parce que vous avez l'esprit mal tourné. Non, non, pas du tout. Le service de la justice, c'est une politique publique. Wafo, lui, a une autre forme de politique lorsqu'il analyse cette opération. Oui, mais il sait pourquoi. Hein? Il sait pourquoi il a l'esprit tourné comme c'est tourné. Je ne suis pas responsable de ces tournures. Bon, revenons à l'essentiel. Il y a donc des procédures politico-judiciaires qui ont été conduites. Ces personnalités-là ont purgé leur peine. Elles ont fini de purger leur peine. Elles sont libérées. Ceci signifie, conformément au principe, qu'elles ont payé le prix
Maintenant, on peut interroger la conduite de l'ensemble du dispositif que constitue l'opération Épervier et qui justement supposait aussi que l'on puisse récupérer, quand c'est possible, le corps du délit. Et là, effectivement, on n'a pas nécessairement toutes les informations nécessaires pour savoir de quoi il en retourne. Donc, il se serait imprudent de juger si c'est efficace ou ce n'est pas efficace. Pour l'instant, nous n'avons pas les informations appropriées. Ce qu'il faut dire, c'est que le lancement de ces actions judiciaires au milieu des années 2000 est un tournant dans l'histoire politique du Cameroun. Non pas que des hauts responsables d'État, soit ayant de hautes fonctions politico-administratives, soit ayant des fonctions dans le secteur des entreprises publiques ou parapubliques, n'aient pas été préalablement condamnés. Ça se fait depuis les années 1960, ça s'est fait dans les années 70, ça s'est fait dans les années 80, mais ça a pris une autre dimension à partir de ce moment. Avec un système judiciaire qui n'était pas habitué à ce type d'opération. Et particulièrement, ces procédures-là ont posé un certain nombre de problèmes techniques parce qu'il y avait un problème de formation des juges pour l'analyse des aspects de ces scandales qui avaient de forts contours économiques et financiers. Et les juges n'étaient pas toujours préparés à gérer tout ça. Ça a créé d'ailleurs quelques effets pervers dans la conduite des opérations, parce que les juges n'avaient pas nécessairement la formation ni les compétences pour bien identifier tous les problèmes. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'il a fallu, évidemment, mais ça c'est le cas, toujours faire recours à des expertises pour mieux comprendre la teneur des dossiers. Le souci donc maintenant, c'est d'arriver à transformer une démarche qui en réalité était une démarche particulière en une démarche normale. Ça veut dire que ce type d'opération doit désormais s'inscrire dans la dynamique régulière du fonctionnement de l'État. Et à ce moment, à ce moment dont on peut interroger le tribunal criminel spécial, qui, c'est pas la première fois qu'un tribunal criminel spécial existe dans l'histoire du Cameroun. Le président Ahidjo en avait déjà créé un dans les années 60. Donc ça veut dire que ça correspond aussi à des épisodes où les problèmes d'intégrité et d'honnêteté publique sont des problèmes importants. Mais au-delà de l'opération Épervier, il me semble que le Cameroun a intérêt à mettre en place une dynamique judiciaire qui doivent être beaucoup plus dures face à tous les types d'infractions. On fait beaucoup de spectacles sur les détournements de deniers publics et autres, mais la logique de la malhonnêteté est plus large. Et si on veut véritablement combattre cette malhonnêteté, il faut l'attaquer sur tous les fronts. C'est-à-dire toutes les formes de fraude. Par exemple, ça se fait déjà, mais on peut accélérer. Sur le terrain du foncier, les formes de fraude en matière fiscalo-douanière doivent aussi être fondamentalement attaquées. Sinon, il y aura toujours des réservoirs de corruption qui, à un moment donné ou l'autre, vont empoisonner la société. Professeur, je vous suggère de garder le microphone. Lorsqu'on lançait cette opération dite Épervier, nous nous rappelons des cas, par exemple, de l'ancien secrétaire général à la présidence, M. Edja Titus. On se rappelle de l'ancien ministre des Postes et Communications. Non, ça c'est avant l'opération Épervier. Oui. Ça, ce sont des dossiers qui interviennent entre 96 et 99. L'opération Épervier commence en 2005. Et par la suite, nous avons donc eu 16 autres cas pour l'opération Épervier proprement dite. On faisait justement comprendre que c'était une forme de persuasion, entre guillemets. On visait à ce que les gens sachent que si vous voulez les deniers publics, vous allez durement être sanctionné. Le président de la République avait d'ailleurs dit que vous allez rendre aux gorges. Avez-vous l'impression que depuis qu'on a lancé cette opération, les gens, parlons comme au quartier, certains
qui gèrent le portefeuille de l'État ont pris conscience. Il n'y a plus beaucoup de détournements, il n'y a plus beaucoup de corruption. Ce qui est clair, c'est que la mise en route de l'opération Épervier n'a pas jugulé toutes les dynamiques de corruption. C'est une déception? Oui, on peut considérer ça comme Un une échec. déception, mais ça interroge aussi donc le sens moral des Camerounais. Ça veut dire que si vous êtes capable de maintenir des comportements d'infraction, alors qu'il y a déjà une logique de pénalisation forte, c'est qu'il y a un problème d'abord même avec les Camerounais. Mais au-delà des Est-ce que ça ne problèmes, veut pas également dire, professeur, Oui. est-ce que ça ne veut pas également dire que si nous pouvons continuer à voler massivement dans les caisses de l'État, alors qu'on interpelle les gens, c'est la preuve de ce que on n'interpelle pas en réalité tout le monde. On sait qui on interpelle. non, c'est pas comme ça que le problème se pose. Comme je vous dis, ça pose d'abord un problème d'intégrité des Camerounais. C'est-à-dire, si vous êtes donc capable, comme vous dites, pour utiliser un terme commode, de voler, alors qu'on sanctionne déjà, ce que ça entraîne comme dynamique objective, c'est qu'il faut durcir les sanctions. Vous comprenez? C'est que peut-être les sanctions qui existent, pour autant même qu'elles aient un effet contraignant, n'apparaissent pas suffisamment contraignants à certains qui disent, malgré l'existence de ces sanctions, nous allons continuer à avoir ces comportements criminels ou délictueux. Abel Elimbi Lobé, quand vous analysez l'opération Épervier au Cameroun, en mettant un arrêt sur le tribunal criminel spécial, avez-vous l'impression que le Cameroun a atteint ses objectifs? Non, le Cameroun n'a pas atteint ses objectifs. Et cela peut vouloir dire, à mon sens, qu'il faut persévérer dans l'effort. Cela ne veut pas forcément dire justifier les critiques à l'emporte-pièce qui sont le fait de certains qui sont devenus des professionnels à tout critiquer. L'opération, je suis pour que l'instrument judiciaire d'un pays ne soit pas forcément calqué sur ce qui se passe ailleurs. Je suis pour que la justice d'un pays soit organisée par rapport aux spécificités des comportements. Et les comportements eux-mêmes sont liés à un système de valeurs, l'éducation, la morale sociale, etc., etc. Tout ça compte. Quand vous avez une société où l'argent est devenu l'essentiel et pour l'argent on peut tout faire, il peut apparaître important que celui qui organise l'État mette en place des appareils particuliers pour gérer ces problèmes. Par exemple, moi qui suis très très proche des milieux des litiges fonciers, on se rend parfaitement compte que notre système judiciaire peine à gérer convenablement les problèmes fonciers. Tout à fait. Quand vous avez un problème foncier, il met 17 ans, 20 ans, les gens ont des possibilités de recours entre une décision rendue en première instance et on empêche l'exécution. Et puis il y a des recours à la Cour d'appel et puis on peut empêcher la Cour suprême. Jusqu'à arriver à la Cour suprême qui n'a pas de délai pour proclamer son jugement, qui peut donc attendre 15 ans, 20 ans. Et puis ça veut dire que notre appareil n'est pas adapté. Il n'est donc pas une mauvaise chose en soi que par exemple le chef de l'État qui organise le pays crée un tribunal spécialement pour les questions foncières. Ça ne peut pas, ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas évoquées dans le code pénal actuel, mais le fait qu'elles soient évoquées dans le code pénal ne veut pas dire que ce n'est pas antinomique de l'idée de créer un tribunal qui peut être adapté, parce que les questions foncières, ça soulève, ça va au-delà du cadastre, ça rencontre les chefferies traditionnelles, ça rencontre les administrations qui n'ont rien à voir avec le cadastre lui-même. Vous trouvez des problèmes fonciers avec des ventes de gré à gré entre l'État et les particuliers, beaucoup de choses. Donc ça peut demander une spécialisation du code judiciaire qui peut donc justifier la création d'un tribunal spécial pour des questions foncières. Peut-être que c'est ça qui a motivé le président de la République à créer
pour une deuxième fois dans l'histoire, un tribunal criminel spécial. Parce qu'il faut quand même reconnaître que la criminalité financière, elle est très différente de la simple criminalité crime de sang. Tout à fait. La criminalité financière est l'œuvre des grands professionnels. Ah bon? Oui, c'est des gens qui connaissent les mécanismes financiers dans leur subtilité, dans leur complexité. Ils sont donc capables de dissimuler les faits, les agissements, à telle enseigne qu'il n'est pas donné à n'importe quel magistrat ou n'importe quel enquêteur de saisir très rapidement. C'est des problèmes qui sont liés à la comptabilité publique, c'est des problèmes qui sont liés au mécanisme bancaire, c'est des problèmes qui sont liés au mécanisme de transfert de fonds d'un pays à un autre pays. Cette complexité-là peut justifier la création d'appareils spéciaux pour gérer cela. Maintenant, avons-nous eu les résultats? Les gens jugent les résultats en termes de l'argent récupéré. Moi, je ne suis pas... La justice n'est pas là pour récupérer l'argent. Elle est là pour punir. C'est ça sa mission. Punir. En même temps, quand même, c'est un peu grave. Maintenant, dans la punition, non. Attendez, Limbi, je vous relance. Parce que quand vous dites que la justice n'est pas là pour récupérer de l'argent, elle est là pour punir. Alors, nous allons faire un exercice simple. En fait, il veut dire pas d'abord. On va faire des exercices simples. Moi, j'ai 30 ans. Si tu m'avais laissé finir, peut-être que ton intervention ne serait pas nécessaire. Limbi, moi, j'ai 30 ans. OK? Je suis un grand gestionnaire des caisses de l'État. Je dis, bon, je m'arrange, je vole 100 milliards. Je sais que j'aurai 20 ans d'emprisonnement. Après 20 ans, je ressors, j'ai 50 ans. Et mon argent est intact. Puisque la justice m'aura déjà puni, n'est-ce pas, Elimbi? Et moi, je vais continuer mes affaires. Beaucoup peuvent se lancer dans cet exercice, vrai ou faux? C'est déjà ce que les gens font. Quand je parle de punir, je veux dire que dans la punition, il n'y a pas que la privation de la liberté. D'accord, c'est ça. Dans la punition, il y a aussi la récupération. Donc la mission de la justice n'est pas que tu as volé 100 milliards, on cherche à récupérer les 100 milliards. Parce que la réponse à cette évolution, cette tournure de l'esprit, ce serait, si on récupère les 100 milliards, on te laisse alors. Le TCS pour le prévoir, hein. En cas de remboursement du corps du délit, oui, vous pouvez être libéré par avis. C'est ce qui justifie que ce soit un tribunal spécial. Le tribunal des riches. C'est ce qui justifie aussi le malaise que les gens ont vis-à-vis de ce tribunal. On a vu par exemple le cas Aman Adama, oui, qui a remboursé 225 millions, je le crois, cas Tanganakuna, et qui, le ministre de la Justice a été saisi parce que remboursement du corps de délit, on a libéré l'intéressé. Est-ce que... C'est l'article 18 du TCS. Voilà. Est-ce que la société a perçu la peine, la punition? Est-ce que la société considère que cet intéressé qui avait volé, parce que quand vous remboursez le corps du délit, vous acceptez que vous avez volé, oui, n'est-ce pas? Est-ce que la société perçoit la punition du vol comme le remboursement de l'objet volé? Non. La société ne perçoit pas que quand vous remboursez l'objet volé, vous avez été puni. Donc la société demande la punition. Et dans cette punition, il y a la privation de la liberté, au risque pour que vous ne soyez pas capable de continuer à poser les actes. Il y a l'enlèvement entre vos mains de ce dont vous avez voulu profiter indûment. C'est tout ça qui constitue la punition. Est-ce que le TCS a donc eu le deuxième effet? Et là, il ne faut pas avoir raison. Il le dit peut-être à sa manière. Mais il a raison. Parce que l'effort judiciaire, c'est aussi de produire dans la société l'idée qu'on ne peut pas continuer à poser des actes de cette nature. Abel Elimbi, avec votre permission, nous allons d'abord prendre votre frère et ami, le professeur Mila Assouté, qui s'impatiente au téléphone. Chief professeur Mila Assouté, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à votre panéliste,
il votre faut panel, dire... pardon, et bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci, professeur. Il faut dire qu'habituellement, vous êtes du côté de Washington aux États-Unis, mais actuellement, vous vous retrouvez du côté de Nairobi. Vous êtes le 5e invité dans le cadre de cette production. Première question, au moment où nous parlons de l'opération Épervier au Cameroun, quel est le bilan que vous faites de cette opération? Elle a véritablement servi les populations camerounaises ou alors c'est un énorme échec du système du renouveau? Non, on ne peut pas dire que c'est un énorme échec. Mais par contre, je suis de l'avis de ceux qui pensent que l'opération Épervier n'a pas atteint tous ses objectifs. Et je le pense d'autant plus qu'en 1998, lorsque le président de la République prononce un discours au cours duquel il fustige les comportements déviants et les criminels à col blanc dans notre appareil d'État, et qu'il disait qu'ils allaient rendre gorge. À cette époque-là, j'étais proche du Premier ministre Amadou Ali, à l'époque ministre de la Justice, et qui me demandait comment on peut faire pour juguler ce mal qui, en fait, il était ancré au sein du RDPC. Les hauts cadres du RDPC, ce qu'on a appelé à l'époque les personnalités ressources, et qui avait pour dénominateur commun de plonger la main dans la confiture. Et donc, la naissance de l'idée du tribunal criminel spécial part de là. Parce qu'on avait constaté que le tribunal pénal lui-même souffrait de nombreuses lacunes en matière de répression des crimes financiers. Aujourd'hui, lorsqu'on a lancé cette opération, on croyait, et je pense que le président de la République était de bonne foi, il croyait que ça aurait pu freiner les élans des détourneurs de fonds publics. Malheureusement, à l'expérience, on constate que ce n'est pas le cas. Et les gens ont tendance à dire que c'est une épuration politique. Je crois qu'un de vos panélistes l'a dit tout à l'heure. Peut-être qu'il y a un aspect derrière les têtes des gens sur une telle perspective. Mais je pense que la plupart des gens que le tribunal criminel spécial poursuit ont entre leurs mains des crimes financiers. Même si par ailleurs, ces gens-là ont des ambitions politiques justifiées qui, selon leur propre idée, pouvaient constituer une certaine immunité. Vous avez cité, j'ai écouté au début de votre propos sur la question, vous avez cité les noms de personnalités. Je connais certaines de ces personnalités personnellement, et je connais ces dossiers-là. Certains des dossiers, je les ai lus à l'époque. Donc je sais que dans le fond de ces dossiers-là, il y a effectivement des corps de délit. Ceux qui ont été condamnés n'ont pas été condamnés pour rien. Monsieur Afo a essayé d'expliquer quelque chose tout à l'heure sur l'imagination d'une infraction pénale qui n'existe pas. Peut-être a-t-il raison, mais M. Wafo, voilà. Mais M. Wafo ne va pas au bout de la logique pour dire si l'avion qui avait permis de décaisser les 28 ou 30 millions de dollars de la SNH se trouve à l'aéroport de Yaoundé. Il ne dit pas si ces fonds-là ont été restitués à la SNH.
Donc ces fonds-là, puisqu'ils ont été bien décaissés par la SNH, sur instruction de quelqu'un, et qu'il n'existe pas d'avion, ils se trouvent bien dans les poches de quelqu'un. Et ne peuvent se trouver que dans les poches de ceux qui étaient des intervenants dans cette opération d'achat de l'avion présidentiel. Donc ce n'est pas parce que le tribunal n'a pas pu établir physiquement que les fonds sont sur un compte bancaire X que les fonds n'ont pas disparu. Et c'est là que mon frère Elim Bilobé a raison quand il parle de l'ingénierie financière des détourneurs de fonds et de leur capacité à dissimuler les détournements. Donc, en leur âme et conscience, les magistrats ont rendu des verdicts, et je pense même que ce sont des verdicts qui ne sont pas conformes à l'esprit de notre code pénal, puisque lorsque vous détournez des fonds au-delà de 50 millions, c'est la condamnation à vie, c'est la perpétuité. Donc, le tribunal criminel spécial n'a pas atteint ses objectifs, mais le signal que celui-ci a donné en poursuivant au départ des personnalités comme Siam Siewe ou Ondondon, que le président lui-même avait qualifié de figure emblématique des détournements. Ah bon? Et ce sont des personnes, c'est dans un discours public du président de la République. Vous êtes d'accord avec le président de la République voilà, sur ce fait? Ce n'est pas moi qui suis d'accord, la justice est d'accord, puisqu'ils ont été condamnés. On pourra donc comprendre que l'une des figures emblématiques des détournements au Cameroun vient d'être libérée. S'il a purgé la peine que la justice lui a infligée, c'est normal qu'il s'est acquitté donc de sa peine vis-à-vis de la société, c'est normal qu'il retrouve la liberté. Je connais Majesté Ondondon, personnellement on se connaît. Et je lui souhaite beaucoup de courage pour la suite. Mais je pense que s'il m'écoute, il se souvient de la conversation que j'ai eue longtemps avec lui, avant qu'on ne l'arrête. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Pas seulement à lui, même à Siam Siewe. Je les prévenais du danger qu'il y a à utiliser l'argent public pour apparaître bien. Même si c'est pour être bien, et que ça finirait par tomber sur eux. Et c'est pour cela que je m'inquiétais beaucoup lorsque j'étais au RDPC, au comité central, de ce que les personnalités ressources utilisaient le nom du parti pour pensionner l'argent dans les caisses de l'État. Et je m'inquiétais, d'autant plus que j'ai fait une note à l'époque au président de la République pour lui dire, c'est quand même vous le président de ce parti, faites attention parce qu'un jour, ceux qui travaillent dans ces sociétés-là et qui gardent des documents vont l'imputer au RDPC. Donc vous aviez la latitude de faire des notes au président de la République, professeur Milachouté. Mais bien sûr, tout le monde sait que j'étais très proche du président de la République. Et le président de la République que vous écoutez? Oui. De temps en temps, il m'écoutait, ça c'est connu. Mais si le président vous écoutait tant, pourquoi vous êtes parti du pays dans une manière, dans une situation peu élégante? D'abord, je n'ai pas eu un problème personnel avec le président de la République et je n'en ai toujours pas. Je suis parti d'abord du RDPC, c'est de là qu'il faut partir. Quand j'ai créé le courant des modernistes, c'est pour aider le président de la République à assainir le parti d'abord, parce que c'est de là, c'est dans le parti que se trouvaient la plupart des cadres qui avaient accès aux fonds publics et qui utilisaient le parti comme levier pour voler, pour utiliser un terme simple, accessible à tout le monde. Parce que lorsque ils donnaient des contributions de 60 000 au RDPC, sur du papier dans leurs entreprises, ça apparaissait 60 millions. Et le RDPC n'avait jamais reçu 60 millions. Je parle à l'époque de M. Dumba, avec qui j'ai eu également un entretien sur cette question.
Professeur Mila Souté, c'est une dernière préoccupation. Hein. Vous parlez là de certaines personnalités ressources du RDPC qui brillaient par des comportements véritablement inappropriés. Vous avez d'ailleurs dit que le président a qualifié l'une des personnes qui vient d'être libérée d'une figure emblématique des détournements au Cameroun. Est-ce qu'il faut en conclure, hein, pour gagner en temps, que le RDPC est un parti de voleurs? Je suis moderniste, ancien moderniste de ce parti-là. Et l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé le courant des modernistes, c'était pour nous attaquer au détournement public, au comportement déviant. Et c'est parce que justement, nous avons été mis en minorité que moi j'ai choisi de partir. Parce que je ne voulais pas être comptable des choses que je voyais et que je disais au président de la République. Donc j'ai choisi de partir, en le disant également au président de la République, parce que dans ma lettre de démission, j'ai dit que je partais parce que cette situation ne changeait pas. Donc ça répond à votre question. Et s'il ne m'écoutait pas, pourquoi je suis parti de manière inélégante? Je suis parti parce qu'ensuite, ma vie a été attaquée. Hein. On a voulu vous tuer. L'opération Épervier pour chuter. Oui, l'opération Épervier pour chuter est une très bonne initiative qui peine à produire des résultats. Donc, il faut revoir ou renforcer le dispositif de répression. Merci, Mais professeur. il ne faut pas seulement renforcer le dispositif de répression, il faut anticiper sur les capacités de détournement des agents publics. C'est compris. Et ça aussi, nous avions fait des propositions sur cette question. C'est compris, professeur. La répression court toujours après l'argent, lorsque l'argent a disparu. Est-ce qu'il y a moyen de mettre en place un dispositif qui empêche, qui prévient, qui alerte, de manière à ce que l'argent ne puisse pas disparaître? C'est une faille dans le dispositif judiciaire actuel. Merci, professeur. On reviendra à vous tout à l'heure. Vous restez naturellement en stand-by à partir de Nairobi, au Kenya. C'est Elimi Lobe qui avait la parole. Il a ressaisi et il fera un effort de chuter. Un peu pour aller un peu dans le sens de M. Mila Souté, dans le procès Siamsiewe, et le patriarche Tondé Koto, Charles Doumbia est alors secrétaire général du comité central. Et il se dit au cours du procès que l'argent avait été détourné pour financer le parti. Les détournements qui étaient imputés à ces agents-là. On a d'ailleurs eu cette même situation avec le procès Ndondo, voilà. où il faisait également comprendre que une bonne partie de l'argent avait été utilisée pour financer le parti. Vous savez ce que Charles Doumbia a répondu? Non. De l'extérieur, que le parti n'a jamais demandé à quelqu'un de voler de l'argent pour le financer. Il a dit ça de façon tout à fait institutionnelle pour rappeler aux uns et aux autres que vous ne pouvez pas utiliser le nom du parti pour commettre des infractions qui engagent votre responsabilité personnelle. Très bien. Pour revenir à ce que nous disions avant, le tribunal criminel peine à donner la réforme des mentalités que nous souhaitons. Mais est-ce que la justice ordinaire elle-même réussit à donner ça? Regardez l'étendue des problèmes fonciers. Les titres fonciers qu'on annule, ça n'amène pas les gens à reculer par rapport à la fraude foncière. Est-ce que quand on vient, Michaud parlait tout à l'heure à sa prise de parole, du cas le plus fréquent et spectaculaire qui vient d'avoir lieu, l'annulation d'un titre foncier frauduleusement établi sur lequel un immeuble de plusieurs milliards de francs a été construit. Et la question est de savoir, qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'immeuble est construit, le titre foncier a été retiré. On se retrouve dans une situation cocasse. Mais cette situation-là qui se produit là, elle n'envoie pas de message aux commissions consultatives. N'est-ce pas?
les commissions consultatives sont présidées par les sous-préfets. Et dans les commissions consultatives, vous avez les délégués d'arrondissement des différents ministères. Vous avez ensuite les maires, vous avez les élus locaux, vous avez les chefs traditionnels. Mais ce panel de personnes que le législateur a voulu mettre dans les commissions consultatives a l'effet de garantir la sincérité des délibérations de cette commission. On constate que, les commissions consultatives sont souvent établies, toutes ces personnalités ne sont pas là-dedans. On constate que les commissions consultatives disent qu'il y a des mises en valeur là où il n'y a aucune mise en valeur. Et ça aboutit soit à des concessions qui elles-mêmes aboutissent à des titres fonciers qui n'auraient jamais dû exister. Ça veut donc dire quoi? Pour faire simple, ça veut dire que le problème du dérèglement cognitif est le problème principal. On a arrêté Ondondon, certes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a arrêté Lebou Emmanuel? 2300 faux salaires par mois pendant 10 ans. Mais quand on arrête Lebou Emmanuel, on avait déjà arrêté Ondondon depuis. Ça n'a pas dissuadé ce monsieur. Et comme ça ne dissuade d'ailleurs pas d'autres. Pourquoi les problèmes de la dématérialisation en matière de déclaration fiscale se posent? Parce que les fonctionnaires qui travaillent là-bas dedans n'acceptent pas d'être mis à l'écart des processus fiscaux auxquels ils sont habitués et qui sont générateurs de perspectives de fraude, de corruption de toutes sortes. C'est eux qui font échouer. On vous dit aujourd'hui que la plateforme ne marche pas, elle ne peut pas. Depuis le mois de janvier que je cherche à payer mes impôts, je n'arrive pas à payer les impôts parce que ça ne sort pas, ceci ne sort pas, cela ne sort pas. Pourquoi ça ne sort pas? Parce que les fonctionnaires qui travaillent là-dedans empêchent que cet outil informatique ne fonctionne normalement. Ils veulent qu'on revienne à un système où les déclarations se font de personne à personne. Donc le problème est profond. Et parce qu'il est profond, il échappe en soi à des critiques simplistes du genre l'opération épervier, c'est quelque chose qui était à tête chercheuse. Non, ce n'était pas fondamentalement à tête chercheuse. Mais il fallait donner des signaux. Pour ça, on a mis la main sur des gens qui avaient des comportements ostentatoires. Et ce sont ces comportements ostentatoires qui rendaient compte de façon inacceptable des dysfonctionnements. On a compris, Limbe Lobé. On va passer la parole à Michel Michaud-Moussala. Lorsque nous parlons de détournement des deniers publics au Cameroun, lorsque nous parlons de corruption, on sait que Michel Michaud-Moussala, vous avez traité ces sujets parfois avec beaucoup de profondeur pendant plusieurs années dans le cadre de votre journal. Êtes-vous satisfait du nombre de personnes interpellées? Bon, en fait, comme journaliste, il n'était pas pour moi question de voir le nombre de personnes interpellées. Il était question de voir une action, une volonté politique de vouloir combattre et de combattre ce fléau que nous avions commencé par quand notre confrère avait posé la question au chef de l'État. C'est suite aux multiples dénonciations que 4 journaux camerounais, à son temps, auront plus le Messager, la Nouvelle Expression et Challenge Hebdo. C'est la pression des dénonciations qui s'était passée. Et Éric Tindjé se retrouve avec le président de la République. Il dit, mais la presse camerounaise dénonce un certain nombre de pratiques, monsieur le président. Mais qu'en pensez-vous? Le chef de l'État a répondu, où sont les preuves? Avez-vous l'impression que c'est ce jour-là qu'on avait donné carte blanche aux détourneurs des deniers au Cameroun? Je veux dire que c'est un élément déclencheur. Tant qu'il n'y a pas de preuves, on peut continuer à voler. Tant qu'il n'y a pas de preuves, on peut continuer à voler. Et c'est ce qui s'est passé. Et non pas seulement qu'on s'est mobilisé dans ce sens. Nous avions demandé qu'on applique l'article 66, qui relève de notre Constitution, qui l'a fait jusqu'aujourd'hui. Ça suscite encore des appétits, monsieur Papa, ici. Comme journaliste, je peux vous dire, sur Aïdjo, effectivement, je n'étais pas lors de la Coupe des Nations,
il y a les Kwam Samuel de Monseigneur. En 72. En 72, il y a un tribunal qui a été créé spécialement. Et beaucoup avaient été incarcérés. Beaucoup avaient été incarcérés. Et dans cet esprit, je crois qu'il a été renouvelé tout simplement en 2005, la mise en place du T16. Parce que c'est les tribunaux de grande instance qui géraient les détournements de plus de 5 millions en montant. C'est quand on a dessaisi effectivement cet aspect judiciaire qu'on a réformé à travers le code judiciaire une nouvelle mise en place des suivis judiciaires. Entre-temps quand même, Michel Michaud-Moussala, je ne vous coupe pas, il y a un autre aspect de cette opération Épervier. On avait annoncé à grand coup publicitaire des arrestations de certaines hautes personnalités. On a suivi des chiffres qui donnaient fraude. On dit tel est poursuivi pour un détournement de 150 milliards, de 200 milliards, de 300 milliards. Mais au finish, au fur et à mesure, le procès évoluait. On est arrivé à des détournements de simples millions. Est-ce que ce n'était pas également de la manipulation? Mais au point que nous avions même adopté un nouveau langage, où le Camerounais ne sait plus parler de 100 000. Au Cameroun, quelqu'un vous parle du milliard comme si c'était une affaire des beignets. Et cette attitude, j'ai écouté tout à l'heure les différents intervenants à ce sujet. Je puis vous dire que j'ai un peu de l'amertume. Parce que ce que nous avions posé comme acte, ça nous évalue ce que ça nous évalue. Parce qu'à l'époque, il faut que je vous rappelle qu'on a même revu le code, le droit, pour essayer de trouver une disposition. On a mis dans le code pénal des dispositions portant suivi des médias privés. Parce que il y a des dispositions pour dire que la presse écrite, il a fallu même envoyer des magistrats en formation pour être capable de nous juger. Ça figure dans le code de procédure pénale aujourd'hui. Et ça nous fait de l'amertume pour ceux qui ont commencé ce combat, pour dénoncer, pour essayer de dire au chef de l'État que le pays va en ruine. Si vous laissez la situation dans ce contexte, les gens ne vont pas. Ce n'est pas 20 ans, 30 ans. La preuve en est, monsieur Papa ici. Vous avez vu suite à la libération de Dondon et de monsieur Belinga. Vous avez vu la fête que les gens ont organisée chez eux. Les gens n'ont pas eu d'humilité pour dire que nous venons de purger 25 ans de prison. Il y a quand même que nous prenions du recul. On doit avoir honte. Ça ne fait pas honte. Le seul que j'ai vu fermer sa maison au sortir de sa prison, l'ancien directeur général de la CNPS, Ngo. Désiré Ngo. Quand il est sorti de sa prison, il a barricadé sa maison. Il n'a jamais reçu quelqu'un. Il n'a jamais fait de fête. Peut-être qu'il est resté de manière restreinte avec ses enfants pour méditer. Mais ceux-ci ne méditent pas. On t'amène des tam-tams qui viennent je ne sais d'où. On danse toute une nuit. Pour dire aux Camerounais que j'ai fait 30 ans, mais j'ai encore des milliards quand même qui sont épargnés. Tout à l'heure, vous faites allusion au fait que je peux purger ma peine. Mais avoir pris 100 milliards, je vais continuer. Moi, j'ai croisé quelqu'un qui était avec Ondondon. Je suis venu à Yaoundé, je l'ai croisé un samedi. Il avait 30 ans de prison. Je l'ai croisé dans un magasin de la ville. Ce monsieur m'a carrément agressé en me disant, c'est vous, monsieur Moussala, non. Nous faisons des tours dans les rayons. Il m'a dit, tu as écrit contre nous, mais mon argent, j'ai de l'argent. Je peux faire même 30 ans de prison là. Je ne souffrirai jamais, ni mes arrière-petits-fils. Ça, c'est en direct. Il vous nargue. Il m'a nargué. Monsieur Moussala, ça vous écrivez contre nous. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Il était bien sapé. Il faisait des achats pour quelqu'un qui était en prison. Des grands achats. Des grands achats. Donc, en réalité, nous... Au moment où vous vous rencontrez là, il est censé être Il est en Kondengui. Ok. Il est censé être en prison, mais on se croise dans une surface. C'est lui qui me suit. Moi, je reconnais que c'est lui. Mais il vient vers moi. Voilà le rôle du journaliste, l'ingratitude de ce mot. Il me dit, c'est vous, monsieur Moussala. Continuez à écrire. Vous avez écrit, vous écrivez contre nous, mais l'argent que j'ai, ça pourrait maintenir ma famille, même 3 générations, 4 générations après. Je dis, monsieur, moi je ne fais pas les débats de magasin. Vous êtes supposé être en prison. Moi je vous croise ici. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous continuez. Vous avez tellement d'argent que moi je n'en ai pas besoin d'en faire. Même le lendemain, je n'ai pas fait allusion dans la presse. Mais c'est malheureux que l'on soit là. Parce que si on avait mis des préalables, on avait posé des préalables pour dire qu'au moins est-ce qu'on passe à l'application de l'article 66 qui contraint nos hommes d'État, surtout ceux qui pourront venir demain après-demain, à ne pas poser un certain nombre d'actes. C'est
ce serait plus meilleur parce qu'aujourd'hui, nous discutions, nous débattions sur des... Mais le TCS, c'est une implémentation importante pour un pays. Parce qu'en réalité, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus une médiatisation de leurs actes. Parfait. Parce qu'avant, toute la presse était mobilisée sur le problème. Pour parler du TCS, est-ce qu'il n'y a pas un autre volet du TCS pour le Camerounais d'en bas, ce Camerounais qui verrait en le TCS une forme d'injustice? Je m'explique. C'est-à-dire, un monsieur a volé une chèvre au village, on lui donne 5 ans d'emprisonnement ferme. Un autre a détourné 5 milliards et s'il peut rembourser le corps du délit, parce que peut-être c'est lui qui dira que là-bas même j'ai détourné 500 millions, il le rembourse et au nom de l'article 18 de ce TCS, le monsieur est dehors. Est-ce que ce n'est pas une injustice sociale? C'est une injustice. Mais pourquoi vous maintenez donc ce TCS sur cette forme? En réalité, ce sont les politiques, ceux qui ont implémenté les dispositions de ce code. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ont mis des pièges, au même moment, ils ont mis des opportunités de pouvoir aider certains amis. Ah bon? Dans cette histoire, parce que tu trouverais effectivement que ceux qui remboursent le corps du délit, s'ils sont dehors et qu'ils ont pris 100 milliards, ils n'ont remboursé que 20 milliards. Parce qu'en réalité, on n'arrive pas à voir dans les pistes de détournement les vrais montants qu'on détourne. Vous ne pouvez pas, en réalité, avoir mis la main sur 50 milliards. Le TCS découvre que vous avez pris 50 milliards. Moi, je vois quelques immeubles qui sont mis sous scellé ici à Yaoundé. D'autres construisent étant en prison. Mais ils sortent, moi je les croise. Ils sortent, ils viennent superviser les chantiers. Ça fait peur à qui? Et pourquoi vous refusez donc de dire que cette opération est un échec? Ce n'est pas un échec en soi. Lorsque vous dénoncez ce que vous êtes en train de dénoncer là, on dirait que c'est un succès. Je dis que ce n'est pas un succès, ce n'est non plus un échec. C'est donc quoi finalement? À la fin, ce que les gens doivent considérer, c'est des objectifs que, en fait, le juge qui juge se fixe. Parce que souvent, nos magistrats sont butés à des situations où le type d'informations qui sont dans des documents pour lesquels ils sont appelés à se prononcer sont largement biaisés. Et c'est ça qui est malheureux. Merci. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant l'opération dite épervier. Je vois les gens qui lèvent encore les doigts. Moi, j'ai un souci là. Nous avons encore beaucoup de travail. Monsieur Wafo, vous avez exactement 1 minute et demie. Mais je vais dire une chose. Je rejoins M. Moussala quand il parle de la mise en application de l'article 66. Qu'est-ce qu'on attend pour signer le décret? Qui doit signer le décret? Le président de la République. Et pourquoi il ne le signe pas? Mais allez lui demander. L'article 66, c'est la quoi? L'exemple doit venir d'en haut. Oui, l'article 66, sur la déclaration des biens. Et le président n'est pas partant pour une déclaration de biens? Mais qu'est-ce qu'il attend depuis? C'est la constitution d'Espagne, cette constitution date de plus de 30 ans. Du 18 janvier 1996. Qu'est-ce qu'il attend pour le faire? Et j'ai également entendu les gens parler du problème foncier. Oui, il y a de la corruption dedans, mais je tiens également à dire, il ne faut pas seulement regarder du côté des particuliers, il y a des fonctionnaires dans ce pays, des hauts fonctionnaires. Je vais vous prendre un exemple simple. Est-ce que vous savez que dans ce pays, on a concédé 105 000 hectares à la Chine? 105 000 hectares. 105 000 hectares. Donc ça fait 1,50 milliard de mètres carrés. On les a trouvés dans quelle forêt? À l'est. Allez donc savoir où ça se trouve. Vous avez des preuves? L'honorable Nietzsche a posé la question à l'Assemblée nationale. Dites-nous au moins la situation géographique de cette terre concédée. Mais vous pouvez être comme ça, que votre village fait partie de ces 105 000 hectares. Hein. C'est-à-dire que bon, vous, donc un jour, vous venez, donc vous allez dans votre village et vous voyez des gens en train de faire des travaux là-bas. Et quand vous allez demander, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on vous dit, votre village a été concédé. Et même à Kambélé là-bas. À l'est. À l'est, par rapport à l'or. Il y en a qui ne peuvent pas être parce qu'il y a des domaines là-bas qu'on a concédés aux Chinois. Merci. Monsieur Moussa, vous pouvez être là un jour, vous cherchez à l'entrée chez vous, alors on vous appelle de votre village pour dire on est en train de voir des gens en train de travailler ici. Et puis vous enquêtez, et puis bon. Et puis... Mais oui, alors, il y a tous ces scandales. Et moi je dis, l'article 66 est très. Il faut signer le décret d'application de cet article 66. Si on voit un immeuble pousser un genre, on vient, on demande c'est compris, à qui ça pour une appartient. enquête. S'il dit que ça appartient à son fils,
on regarde l'âge du fils, qu'est-ce que vous faites dans la vie, et à ce moment-là, on a dit que... Mais il y a des... C'est simple, hein, c'est pas des procédures, c'est pas des approches. Il y a des enfants de 14 ans ici qui ont des immeubles. Abel et Limbi on constatera également qu'il y a belle lurette, hein, on a pu interpeller une haute personnalité dans le cadre de cette opération. Est-ce qu'il faut dire que ces hautes personnalités se sont assagis et qu'elles gèrent déjà bien le bien public? Non, le fait qu'on ait eu des scandales comme l'affaire de la Coupe d'Afrique qui vient de se terminer, la CAN, le Covid. On n'a interpellé personne. Ce sont des choses, d'ailleurs là même la situation est beaucoup plus importante parce que au moment où on arrête les Ondondo et tout ça, la chambre des comptes n'est pas encore créée. Mais la chambre des comptes est créée plus tard. Et dans l'affaire de la CAN, de la Covid, le Covid et tout ça, là la Cour des comptes elle-même fait un travail. Elle a d'ailleurs un élément structurant de la Cour suprême, n'est-ce pas? Et donc, qu'un élément de la Cour suprême fasse des rapports qui impliquent un certain nombre de personnalités et qu'il ne se passe rien, ça n'a pas contribué à donner de la crédibilité à la lutte contre la corruption. Et finalement, la faute à qui? La faute à celui qui est chargé d'organiser ces choses. Et celui-là, c'est qui? C'est le chef de l'État. Il n'y a pas d'embâche. Il n'a pas lu le rapport du Conseil de la Chambre des comptes? Il a certainement lu, mais comme il a l'opportunité de poursuites. Le temps du président n'est pas notre temps. Bon, c'est ça qui fait donc en sorte que, comme il a un temps qui est indéfini, pendant ce temps indéfini, le mal peut continuer à s'intensifier. Ce que je voudrais dire, c'est que quand nous abordons ces questions, nous devons intégrer la complexité et l'étendue du problème, qui n'est pas un problème du tribunal seulement. Parce que vous voyez, l'exemple, Moussala a bien fait de révéler cette situation que nous connaissons. Beaucoup de gens ont été condamnés pour des crimes financiers énormes. Mais on les retrouve quasiment en liberté. Toute la journée, ils sont dehors, ils s'occupent de leurs affaires. Ils se marient, à peine s'ils rentrent dormir en prison. Mais là, ce n'est pas le tribunal qui est impliqué. Non. C'est l'administration pénitentiaire. Et l'administration pénitentiaire est impliquée du fait que les régisseurs de prison sont corruptibles à souhait. Donc la lutte contre la corruption, elle est multidimensionnelle. Et le fait d'être multidimensionnel la rend complexe. C'est compris. C'est ce que je voulais dire. À la décharge c'est-à-dire que de ceux qui peuvent se sentir indexés quand on juge simplement le tribunal criminel. Parce que ce ne sont pas seulement les condamnés du tribunal criminel qui échappent à purger les peines. Même les condamnés des simples tribunaux d'instance. Il y a plein de gens qu'on condamne tous les jours dans les tribunaux. Ils ne vont pas en prison. Merci. Ils restent au quartier parce qu'on est arrivé à un stade où on n'arrive même plus à arrêter les gens qui sont condamnés. Demandez au professeur Roland Guiné pourquoi le président de la République ne signe pas encore les questions, c'est moi qui les pose, Robert Wafo. Professeur, on a suivi le président de la République. De manière générale, si le président de la République a fait 50 discours, au moins dans 25 discours, le président a parlé de la lutte contre la corruption, des détournements des deniers publics. 43 ans plus tard, échec ou réussite? En fait, la vérité est entre les deux. Ça veut dire qu'il y a des aspects qui sont un succès. Le succès, c'est quoi? C'est qu'on a, dans la machine de l'État, introduit l'idée que les mauvais comportements peuvent être sanctionnés. L'échec, c'est que, malgré les sanctions... Attendez, ne nous agitons pas. Malgré les sanctions, il existe encore des comportements, ce qui pose donc le problème du durcissement des sanctions. Parce que si vous mettez en place des sanctions... Alors, quand on condamne à 30 ans, c'est pas dur? Mais malgré cela, d'autres continuent de... On doit passer à l'exécution physique? Ça, la société en décidera de l'opportunité. C'est-à-dire que si vous détournez des milliards, on vous amène à la pause centrale et on vous tranche la bas. C'est la société
à travers sa législation, c'est-à-dire c'est le souverain qui peut décider que désormais on coupe les têtes comme d'autres diraient. Mais encore, Bon, ça, que, c'est pas... que notre code pénal prévoyait la perpétuité voilà. pour des détournements au-delà de 50 millions de francs. Donc, en fonction de la Les mécanismes situation... de prévention. Ouais, Comment attendez, prévenir? ouais, vous avez déjà Le parlé. décret d'application de l'article 66. De quoi avez-vous peur? Laissez les gens parler. Laissez les gens parler. Donc, il y a donc le problème du durcissement des sanctions. Il a été dit sur ce plateau que l'opération Épervier relèverait d'une épuration politique. Ça, c'est la vision qui arrange les intérêts d'une partie des gens qui ont été sanctionnés. Mais en réalité, personne n'est là-bas pour rien. C'est ce que Mila Soute a d'ailleurs Non, non, non. Attendez, Professeur, je dis, personne n'est là-bas pour rien. Nous allons prendre des cas. Nous allons prendre des cas. Nous Oui. allons prendre des cas. Oui. Vous connaissez votre aîné, le professeur Bokol Ebe, ancien recteur de 2 universités au Cameroun, qui finalement a été libéré purement et simplement. Mais quelle est l'analyse que vous posez pour il a été libéré, ça veut dire donc... Après avoir passé quelques années en prison. Attendez, il a été libéré, ça veut dire que la justice a reconnu qu'il était innocent. Et pourquoi on l'a donc d'abord arrêté? Ça fait partie de la suspicion. Il y a des procédures. Donc parce qu'on vous suspecte, Mais on vous fait passer des années, on dit à tout le monde que vous êtes un voleur. C'est incroyable. Attendez, laissez... Est-ce que vous imaginez le préjudice moral? Laissez-moi... On arrête d'abord, on vous arrête d'abord, et ce puis n'est pas qu'on arrête. Et on n'a pas de preuves. Non, Ce n'est non. pas normal. Non, je ne crois pas que Ce dans n'est le pas cas qu'on arrête d'abord. il y a des éléments d'appréciation qui n'ont pas été tels qu'on les a présentés au tribunal. Voilà, c'est tout. Et elle a été libérée. Mais maintenant, attendez, vraiment. Finalement, vous voulez pas rentrer dans l'erreur le judiciaire. Ouais. Mais les erreurs judiciaires font partie du fonctionnement de la justice. Le vrai problème, c'est quand il y a donc une erreur judiciaire, qu'elle soit réparée. Et qu'elle soit réparée à juste proportion. Donc, ce qui est important, c'est de mobiliser tous les moyens, que ce soit les moyens ordinaires de la justice, que ce soit la justice d'exception. Il y a, à travers les moyens ordinaires, simplement un moyen qui peut être très efficace. Pas seulement pour, entre guillemets, les grands détourneurs, mais pour l'ensemble de tous ceux qui ont des comportements qui ne sont pas des comportements corrects. C'est la lutte contre l'enrichissement sans cause. Tout simplement. Exactement. C'est la lutte contre l'enrichissement sans cause pour tout le monde. Parce que, justement, l'un des effets pervers... Mais c'est ce que j'ai dit. Attendez, ouais, laissez-moi parler. Vous avez dit, on a donc entendu, non. Laissez aussi que je dise. L'un des moyens les plus efficaces, c'est la lutte contre l'enrichissement sans cause. Et ça touche toutes les catégories. Parce que le problème n'est pas simplement de lutter contre la corruption politico-administrative ou politico-institutionnelle. C'est de lutter contre la corruption systémique à tous les niveaux. Vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder votre émission dominicale Libre Expression.